Chambre 2806, l'affaire DSK, c'est le titre de la série Netflix qui rencontre un franc succès, série sur le scandale du Sofitel qui avait précipité la chute politique de Dominique Strauss-Kahn. C'était avant la présidentielle française de 2012. Nous recevons le producteur de ce documentaire, Philippe Levasseur. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Alors la première question qu'on se pose, c'est pourquoi vous, producteur, vous êtes-vous emparé de cette affaire retentissante ? Parce que c'est une affaire dans laquelle il restait beaucoup de zones d'ombre à éclaircir. C'est une affaire qui a aussi suscité beaucoup de fantasmes. Et avec le temps qui passe, les langues se délient et ça a permis de reposer des faits précis et d'étouffer un petit peu les fantasmes en racontant les choses de façon très clinique. On a eu accès notamment aux enquêteurs américains qui n'avaient jamais parlé, qui sont quand même des témoins de premier plan. On a eu accès à Nafissatou Diallo qui nous a accordé une très longue interview. Et c'est vrai que tous ces témoignages qui n'avaient jamais été donnés nous permettent de remettre des faits très précis sur cette affaire qui évidemment a secoué la planète. Dossier sensible, ça a été facile d'avoir ces témoignages justement ? Ça a été compliqué. Les enquêteurs américains, le temps leur a libéré leurs paroles. Les deux enquêteurs qui interviennent ne sont plus membres de la police de New York, donc ils ont retrouvé une liberté de parole. Nafissatou Diallo, elle a signé un accord avec Dominique Strauss-Kahn, un accord financier qui a mis un terme à l'affaire, et cet accord lui interdit de parler du montant de la transaction, mais pas de s'exprimer sur les faits. Donc voilà, on a profité de cette opportunité pour recueillir son témoignage. Alors c'est une série documentaire en 4 épisodes qui retrace donc cette affaire d'agression sexuelle dans laquelle Dominique Strauss-Kahn a été poursuivi en 2011 alors qu'il était au sommet de sa carrière, très précisément directeur général du Fonds monétaire international. On regarde un extrait de Chambre 2806, l'affaire DSK réalisée par Jalil Lesper. Voilà pour le générique, pour être très précis avec toutes ces images. Pour qu'on comprenne bien, est-ce que c'est un documentaire journalistique ou est-ce que c'est un docu-fiction calibré, réalisé pour Netflix ? Alors il n'y a rien de fictionné, c'est un travail journalistique, rigoureux, équilibré, un vrai travail d'enquête dans lequel on s'en tient aux faits et même dans la mise en image, on a tenu à ce qu'il n'y ait pas de reconstitution par exemple, pour qu'à aucun moment on puisse s'imaginer que ce qu'on montre n'est pas la réalité. Ouais, pas mal de drones ? Alors du drone, oui, parce qu'on a aussi un décor qui incarne le pouvoir, New York, Washington, et évidemment c'était important de rendre compte de la majesté des lieux et de ces lieux de pouvoir, mais jamais rien de fictif en tout cas. Quels que soient les avis des uns et des autres, des unes et des autres à l'époque, Philippe Levasseur, c'est vrai que c'est la sidération, notamment en France, mais pas seulement, c'est quand même le patron du FMI, Dominique Strauss-Kahn, et on le voit menotté. Est-ce que vous pouvez rappeler d'abord le contexte et ce que vous avez essayé d'interroger à travers ce documentaire ? Oui, il est patron du FMI et puis il est le favori de la course à la présidentielle française. On est à la fin du mandat de Nicolas Sarkozy qui est au plus bas dans les sondages. Donc il ne fait aucun doute dans l'esprit des Français que Dominique Strauss-Kahn est l'alternative. C'est un peu la social-démocratie à la française. Il incarne quand même pour beaucoup le rêve de mettre un terme au mandat de Nicolas Sarkozy. Donc c'est vraiment le futur président qui là est exhibé. Il n'est pas candidat déclaré encore. Il n'est pas encore candidat déclaré. Il doit déclarer sa candidature une semaine plus tard à Sarcelles. Il y a un pique-nique qui est prévu dans lequel il doit annoncer sa candidature. Et au moment où il est arrêté à New York, il s'apprête à prendre un avion pour aller rejoindre Angela Merkel en pleine négociation de la dette grecque. Donc il est vraiment au cœur des affaires financières qui secouent la planète. Ouais. Il y avait une deuxième question en une. Le deuxième volet, c'était qu'est-ce que vous avez voulu interroger ? Je vais vous laisser répondre, mais d'abord on va écouter Jalil Lesper et après on vous écoute. La chronologie, encore une fois, cet homme qui va être président, cet homme qui est puissant, qui fait rêver les Français, et puis cette chute qui suit l'affaire du Sofitel.
la symbolique, encore une fois, de ce que ça peut représenter entre Nafissatou, cette femme de ménage africaine, immigrée, femme, cet homme puissant, riche. Tout ça crée une histoire incroyable. Donc, mais c'est surtout, je dirais, cette espèce d'accumulation d'éléments qui font que c'est extraordinaire. C'est cet extraordinaire que vous avez essayé de capter, de mettre en lumière? Oui, et puis le destin extraordinaire de Dominique Strauss-Kahn, parce qu'effectivement, c'est un homme, on l'a dit, qui s'apprête à devenir président de la République et qui, presque sur la dernière marche vers le sommet, se jette dans le vide, d'une certaine manière. Donc il y avait aussi une dimension psychologique assez fascinante qui était intéressant de creuser. Ouais. On va réécouter Jalil Esper. Il va lâcher au cours de cet entretien un mot sur lequel on va revenir. Il y avait beaucoup de flou. Les gens ne savaient pas s'il avait été condamné, pas condamné. Les gens ne savaient pas si les gens s'interrogeaient énormément sur la théorie du complot. Bref, moi j'avais la sensation que c'était important justement d'avoir un support rigoureux. Une série Netflix, c'est une série sur 4 épisodes. Il y a quelque chose d'assez définitif qui va rester. Et surtout, il y avait le temps et les moyens de faire un vrai travail entre guillemets d'investigation, mais en tout cas de mettre au clair, et encore une fois de mettre au clair un peu hors de la mêlée. Voilà, donc ce mot, c'est complot, théorie du complot. Comment fait-on, surtout que par les temps qui courent, c'est une notion très, très, très délicate. Comment on fait pour essayer d'interroger? On ne va pas, comment dire, divulgacher, hein, bien entendu, toute la série, mais c'est parfois troublant. Comment est-ce que vous avez fait? Encore une fois, on a essayé de mettre des faits en face de tout ça, d'interroger des spécialistes qui nous apportent des informations sans trancher définitivement. Mais c'est vrai que c'est important cette question de la théorie du complot parce que on voit bien juste au lendemain de son arrestation, les Français crient au complot, pas seulement ses amis politiques, mais il y a un déni massif dans la population française. Et encore aujourd'hui, on voit dans les réactions depuis la sortie de la série qu'il y a encore des gens qui sont persuadés que c'est un complot. Donc on ne pouvait pas éviter cette question. On était obligé de la traiter. On a essayé de la traiter de la façon la plus factuelle. Et donc les téléspectateurs de Netflix pourront se faire leur idée. Mais si complot politique il y a, ça veut dire que ça remettrait en question la version de Nafissatou Diallo. C'est là où il y a un malaise. Pas forcément, parce qu'il y a plusieurs théories du complot possibles. L'une d'elles pourrait être que elle n'y est pour rien et que son dépôt de plainte a été utilisé à des fins politiques, ce qui ne remettrait pas en cause, elle, sa version des faits, mais plus l'instrumentalisation de sa parole. Ouais. Ce qui est troublant aussi, c'est qu'il y a 9 ans, il n'y a pas MeToo. Et on a presque l'impression que c'est prémonitoire. Oui, il y a un côté assez surréaliste quand on revoit les réactions de l'époque. On se dit, et heureusement qu'aujourd'hui, on ne pourrait pas assister aux mêmes réactions. Il y a un déni, il y a un déni de la parole de la victime présumée qui est assez sidérant, alors que c'est seulement il y a 9 ans. Donc on mesure aussi le chemin parcouru par MeToo, même si évidemment il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Ouais. On découvre aussi la place et le rôle des femmes dans la vie de Dominique Strauss-Kahn, notamment celui de son ex-épouse Anne Sinclair. Pourquoi est-ce que vous avez exploré ce champ? Parce que c'était intéressant de voir, quand on explore psychologiquement ce qui fait que Dominique Strauss-Kahn finalement chute, n'y va pas à la présidentielle, pourquoi il commet cet acte qui va le condamner. C'est important de savoir si vraiment c'était son ambition à lui d'y aller ou si c'était finalement l'ambition des femmes qui l'ont entouré, Anne Sinclair et puis ses épouses précédentes, puisqu'il avait été marié 2 fois auparavant. Et on voit qu'effectivement, tout au long de sa carrière politique, lui, ce qu'il aime, c'est le jeu, c'est le plaisir de la joute verbale politique, mais ce n'est pas vraiment son ambition à lui. Et qu'il est effectivement accompagné par ces femmes qui vont structurer son ambition politique. Et effectivement, Anne Sinclair, plus que tout autre. Est-ce que la soif de pouvoir transparaît dans votre documentaire, la soif de pouvoir de cet homme qui, selon certains, a conduit à ces dérives présumées? Ou à l'inverse, certains de ses amis disent que finalement, entre sa soif de pouvoir et sa volonté de ce qu'eux appellent sa liberté absolue, il a choisi sa liberté, son plaisir, plutôt que son ambition. On va regarder un autre extrait de votre documentaire. I have an operator 1505. Hi, I want to report a sexual assault. I immediately headed to the city, with lights and sirens and everything.
assaulted? This is actually a hotel, and it's one of our room attendants. Apparently, she was assaulted by one of the guests. What's the name of your hotel? It's Sofitel Hotel. Say it again? Sofitel. Sofitel. Do you know who the guest is? Yeah, we do have a folio on him. I'm not necessarily at liberty to give his name right now. We discovered a very wealthy, renowned person, internationally known, very powerful individual who was likely to be the next president of France. Peut-être le prochain président, disait-on à l'époque, de la France. Vous l'avez contacté ? On l'a contacté, on lui a proposé de s'exprimer, bien sûr, c'était la moindre des choses quand on se lance dans une série comme celle-là. Il n'a pas souhaité le faire, mais comme il s'était déjà assez largement exprimé, qu'on connaissait sa version des faits, il avait parlé sur le plateau de TF1, on s'en souvient, il avait parlé sur CNN assez longuement, on avait accès à ces archives-là, et on savait par les contacts qu'on pouvait avoir avec lui, avec ses avocats, que sa version des faits n'avait pas changé, qu'il n'avait pas vraiment, il n'avait rien de vraiment nouveau à révéler, lui, sur cette part de l'histoire. Il va faire en tout cas son propre documentaire. Qu'en pensez-vous ? Oui, c'est ce qu'il a annoncé. Alors, il dit qu'effectivement, ça sera l'occasion pour lui de donner sa version des faits, mais bon, voilà, il l'a déjà donnée. Alors, à moins qu'il souhaite revenir sur la version qu'il a donnée à l'époque, qui était celle d'un acte consenti. Il a toujours dit qu'il s'agissait de relations consenties entre adultes. Alors, s'il souhaite revenir sur cette version des faits, ça sera intéressant à suivre, effectivement. Et vous le dites, c'est l'histoire d'un homme assuré de gagner qui va chuter, qui provoque lui-même sa chute sur la dernière marche. L'un des intervenants dit c'est la chute d'un aigle. Il y a une dimension mythologique, fascinante, mais aussi raciale, sociale, sexuelle. Il y a la réaction de son camp politique. On entend Elisabeth Guigou, la consternation, Jack Lang aussi, la sidération. Dernière question, est-ce que vous avez eu parfois des pressions ? Est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas pu dire ? Ou est-ce que certains vous ont dit bon, je te réponds, mais là, il ne faut pas mettre ça. Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas pu dire parce qu'on a dû être, et c'est bien normal, d'une rigueur sur le plan juridique absolu. Donc, tout ce qu'on a dit est vérifié, croisé à de multiples sources. Il n'y a pas de rumeurs. Le seul regret qu'on pourrait avoir, c'est que la classe politique française s'est assez dérobée sur cette histoire. On a sollicité François Hollande, Nicolas Sarkozy, et ils n'ont pas souhaité s'exprimer. C'est dire que c'est encore un tabou assez vivace dans la classe politique française. Merci beaucoup, Philippe Levasseur, d'être venu sur le plateau de 64 minutes.